Alors bonjour Nadia, merci beaucoup d'avoir accepté de participer à cet échange. Le plus simple peut-être c'est de commencer par vous présenter et puis on développera au fur et à mesure. Alors, donc je suis Nadia Medjad, j'ai une formation de médecin. J'ai pratiqué pendant quelques années et puis je me suis dirigée vers la recherche sur le médicament, ce qui m'a amenée à travailler dans l'industrie pharmaceutique. Et après, j'ai évolué vers l'industrie agroalimentaire, où j'exerçais des fonctions entre la recherche et le marketing. Et j'ai fini par monter ma société il y a une douzaine d'années. Euh, Ça a fait suite à des différentes prises de conscience, notamment la montée du stress dans les entreprises, hein, que je vivais, que je voyais mes équipes vivre. Et j'ai eu envie de travailler sur ce sujet du stress. Et en retournant sur les bancs de la fac de médecine pour me former de façon actualisée sur ces sujets, j'ai découvert le lien entre l'apprentissage et le stress, notamment le fait que quand on est stressé, on n'apprend plus. Et ça m'a amené à m'intéresser à ces sujets-là sous l'angle des neurosciences, qui était un sujet émergent, hein. Mais on en parle beaucoup aujourd'hui, mais à l'époque, voilà, ça démarrait à peine. Et en creusant ce sujet, bah, j'ai vu qu'il y avait plein de choses passionnantes. J'ai vu que ça intéressait aussi beaucoup les entreprises. J'ai été amenée à écrire un livre. Du coup, voilà, je donne toujours un certain nombre de conférences sur le sujet. Et nous vivons une époque où apprendre est devenu plus vital que jamais, hein, et apprendre vite et bien. Et voilà, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de mythes, c'est-à-dire des a priori sur ce sujet. J'en avais moi-même avant de creuser la question. Et ça m'a paru intéressant de partager ça avec le milieu de la formation, puisque moi, je me suis intéressée à la formation des adultes, hein, puisque la formation des enfants, c'est quelque chose de particulier. Voilà, et donc, comment apprendre se former dans les meilleures conditions possibles et que voilà que transmettre aux professionnels de la formation pour leur permettre euh, d'être au top en matière de formation en intégrant toutes les dernières connaissances en matière de neurosciences et de psychologie, de sciences du comportement, voilà, tout ce qui a trait à l'humain en train d'apprendre. Alors justement, vous en parliez, vous coécrivez un livre qui s'appelle Neurolearning, les Oui. neurosciences au service de la formation, qui est vraiment un livre précurseur. Il sort en 2016 de mémoire. Et donc, c'est un des premiers ouvrages qui lie à la fois neurosciences et apprentissage. Comment on en arrive là finalement? Comment vous êtes arrivé à coécrire ce livre? Alors, au départ, c'est une demande qui m'a été faite de collègues qui ont eux-mêmes une entreprise qui s'appelle Ildi, que vous connaissez sans doute. Donc, les deux Philippe, Philippe Lacroix et Philippe Gilles, qui dirigent cette entreprise Ildi, qui est toujours à la pointe de la formation, ils m'ont euh, ils m'ont sollicité en me disant, voilà, est-ce que tu pourrais intervenir sur le sujet des neurosciences et de l'apprentissage? À une époque où moi j'avais encore très peu de connaissances sur le sujet. Alors d'abord j'étais réticente, je leur ai dit bah, écoutez, je suis pas vraiment experte dans le sujet. Et ils ont insisté, et ils ont bien fait, puisque euh, ça m'a amené à toute cette démarche. Et c'est pour ça d'ailleurs que nous sommes co-auteurs dans ce livre. Et donc, quand ils ont commencé à me faire intervenir sur ce sujet, tout de suite, on a vu que ça captait l'attention. Et très vite, il y a eu une demande de livres. Hein, parce que bah, assister à une conférence, c'est bien, mais bon, ça dure une heure. Et puis après, on a pris conscience d'un tas de choses, mais on aimerait bien creuser davantage. Et face à cette demande, ben, tous les trois, on s'est dit, bah, ça serait bien de produire justement un premier livre sur le lien entre neurosciences et formation adulte. Je dis bien formation adulte parce qu'il y avait déjà eu des productions pour l'enfant,
hein, l'apprentissage à l'école, notamment Stanislas Dehaene, hein, qui est un grand neuroscientifique français. Et voilà, mais chez l'adulte, dans le domaine de la formation, à l'époque, il n'y avait rien, ou pas grand-chose. Et c'est comme ça, c'est face à la demande, en fait, que nous avons été amenés à produire ça. Alors pourquoi est-ce si important finalement pour les formateurs d'avoir une connaissance relative au moins de ce que les neurosciences peuvent leur apporter? Oui, oui, bien sûr. Euh, je vais citer une neuroscientifique américaine dont la citation m'avait frappée, mais malheureusement j'ai oublié son nom. Elle disait, aujourd'hui, avec les connaissances qu'on a en neurosciences, former sans prendre connaissance des neurosciences, ça reviendrait à vouloir tricoter un gant sans connaître la forme d'une main. Voyez? Donc, savoir comment la mémoire se consolide et se met en place de la meilleure manière, savoir comment capter l'attention, comment les émotions viennent interférer avec l'apprentissage, ça a des retombées concrètes immédiates, hein, dans la façon dont les formateurs dont j'ai fait partie et dont je fais encore partie peuvent s'y prendre, hein. Donc, à chaque fois, avec mes amis Philippe et Philippe, quand on a fait des formations dans ce domaine-là, les formateurs repartaient en disant, ben voilà, d'ailleurs, on leur faisait faire le bilan de tout ce qu'ils allaient changer dans leur formation, et c'était des choses extrêmement concrètes qui ont des résultats immédiats, puisque ça s'appuie sur le fonctionnement du cerveau. C'est comme si on demandait à un coach sportif de coacher quelqu'un sans connaître la physiologie du corps, le fonctionnement des muscles, des articulations, etc. Ça serait, bon, on peut faire les choses de façon intuitive, mais on se plante parfois. Alors quelque chose qui revient quand même très souvent dans le lien entre neurosciences et apprentissage, c'est vraiment la question des émotions. Oui, absolument, parce que il y a un phénomène dans le cerveau qui s'appelle la bascule des émotions. Vous savez, ça fonctionne, vous savez, ces bascules d'enfants, là, quand il y en a un qui monte, l'autre descend. Eh bien, les émotions négatives ont pour effet, quand elles montent, de faire descendre les capacités cognitives de l'individu. Autrement dit, quand on a des émotions négatives d'une certaine intensité, on n'est plus en capacité de raisonner, hein. D'ailleurs, on le voit bien, quand on s'énerve, souvent on dit des choses qu'on regrette après. Pourquoi? Parce que dans ces moments d'émotion négative, on ne peut plus raisonner, on n'a plus accès à son intelligence raisonnable. Et, et à contrario, on sait aujourd'hui que quand on met les gens de bonne humeur, ils apprennent mieux et plus vite. Hein, il y a eu des expériences scientifiques, hein, menées dans ce sens. Il suffit d'une toute petite chose, hein. Il y a des expériences qui consistaient simplement à dire à deux groupes de médecins qui devaient lire des radios un peu compliquées, euh, et les analyser. Un groupe, on lui disait, voilà, pour vous encourager, ben, on vous offre un chocolat pour démarrer. Vous voyez, c'était juste un petit élément positif. Et l'autre groupe, on lui proposait rien. Et ben le groupe à qui on avait amené ce petit sourire là, du chocolat, de la petite attention, était beaucoup plus performant que l'autre. Donc, vous voyez, une humeur positive, ça permet un apprentissage décuplé, hein. Donc, c'est important ça de le savoir en tant que formateur, parce que ça veut dire que si on a des émotions négatives dans le groupe, eh ben, il va falloir les apaiser, d'où l'importance en tant que formateur de savoir comment faire, hein, face à des gens énervés, face à des gens découragés, hein, comment on prend en charge ces émotions-là, ben, ça s'apprend. Et l'intérêt aussi de se dire, ben voilà, qu'est-ce qu'on peut faire en début de formation pour faire sourire les gens, peut-être un petit, ce qu'on appelle un icebreaker, hein, quelque chose qui va briser la glace, qui va mettre un peu d'ambiance, qui va faire sourire. Moi, je me souviens, dans certaines formations, j'amenais mon chien.
Et les animaux ont un effet extraordinaire sur l'humeur des gens, dans certaines conférences aussi, parce que j'ai une petite chienne que j'amène partout quand je peux, quand je suis autorisée à l'amener, et je vois que tout de suite, ça modifie l'humeur du groupe. Hein, vous voyez, il faut pas grand-chose hein, pour modifier l'humeur d'un groupe, pour l'amener vers du positif. Hein. Et ça favorise tout. Ça favorise la concentration, la mémorisation, la motivation et la qualité de l'apprentissage. Alors, on parle d'émotions, bien sûr, mais c'est intéressant aussi de se pencher sur les émotions des formateurs eux-mêmes, parce que ça a une incidence. Tout à fait, parce que les émotions, c'est contagieux. Donc, en tant que formateur, quand on arrive sur un site, bah, si on a eu un problème le matin et qu'on est de mauvaise humeur, même si on essaie de le cacher, ça va être contagieux. Donc, la première chose en matière d'humeur, c'est d'être capable de réguler la sienne propre. Hein. Et ça ne concerne pas que l'humeur, ça concerne aussi un sentiment de sécurité intérieure. Hein. Euh, une notion qui n'est pas dans le livre, mais que j'ai travaillé beaucoup depuis, c'est la notion de sécurité psychologique. Hein, on sait aujourd'hui, j'avais pas ces notions moi quand j'ai écrit le livre. D'ailleurs, je vais en produire un deuxième qui est pas tout à fait sur le même sujet, mais dans lequel je parle de sécurité psychologique et du rôle notamment de la confiance entre personnes dans la performance et dans l'apprentissage. Euh, Quand on se sent pas en sécurité, on peut pas apprendre. Alors, se sentir en sécurité, c'est beaucoup de choses. Hein. Ça veut dire, ben là, il s'agit de sécurité psychologique d'abord. Hein. C'est pas une question de sécurité physique, hein, parce que bon, dans notre pays, heureusement, voilà, on n'est pas en guerre. A priori, quand on est dans une salle de formation, on est en sécurité sur le plan physique, mais on peut être en insécurité sur le plan psychologique, c'est-à-dire on peut avoir une appréhension. On peut appréhender, par exemple, d'être interrogé devant tout le monde et de ne pas savoir répondre. On peut appréhender simplement de devoir prendre la parole. Hein. Il y a des personnes que ça stresse. Hein. Prendre la parole devant un groupe, c'est une des choses les plus stressantes pour l'être humain. Il faut aussi le prendre en compte. Voilà, donc en début de formation, c'est important voilà, d'apporter de l'apaisement, de rassurer les gens, alors de les rassurer sur des histoires logistiques, hein, à quelle heure ils vont sortir, quand est-ce qu'ils vont pouvoir faire des pauses, est-ce qu'on peut faire ci, est-ce qu'on peut pas faire ça, poser hein, un cadre à la fois logistique et un cadre psychologique. Et, et ça permet à tout le monde de se détendre et de se dire, voilà, on ne va pas être exposé à des situations ni embarrassantes, ni stressantes, et ça leur permet de se détendre et du coup de mieux apprendre. Hein. Donc, pour bien apprendre, il faut être détendu. On peut être un petit peu excité, ça c'est OK, mais il faut avant tout être détendu.